voilà, de drainage populaire. Donc franchement, je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. On ne peut pas dire une chose et ensuite se contredire. Respectons le peuple sénégalais dans son intelligence. Respectons le peuple sénégalais dans ses expressions qui ont toujours été applaudies depuis 1993. Quand même, on est dans une dynamique où le peuple fait des choix. Alors, il ne fait pas des choix sur la base de l'argent, parce que sinon l'alternance en 2000 n'interviendrait pas. Ne fait pas des choix sur la base de l'argent, parce que sinon l'alternance en 2012 n'interviendrait pas. Mais c'est un peuple qu'on doit respecter et lui donner sa capacité de discernement. Le peuple ne confond pas et ne fait pas d'amalgame. Alors, non, mais juste un mot, parce que je voulais ajouter à ce que disait M. Youm, quand il a dit tout à l'heure que les médias, effectivement, enfin, les gens ont le droit d'avoir des perceptions. Je voulais ajouter que les médias ont même le droit de faire des erreurs. Et il y a des erreurs. Ça aussi, il faut l'accepter. Il y a des erreurs. Et quand il y a des erreurs, on les corrige. Je n'en veux pour preuve que hier, je peux en témoigner. Je sais ce qui s'est passé. On a commis des erreurs en collectant, en agrégeant des résultats, des erreurs matérielles, vraiment d'ordre technique, logiciel, etc. Dans le quotidien de l'Observateur. Dans le quotidien de l'Observateur. Et ça a conduit à des erreurs, à des écarts qui ne s'expliquaient pas. Le lendemain, aujourd'hui, on a sorti une petite note pour expliquer et présenter nos excuses. Que n'a-t-on pas entendu? Que n'a-t-on pas entendu? Ah oui, mauvaise foi. Alors, en psychologie, on appelle ça le biais de la confirmation. C'est vous continuez à confirmer votre première hypothèse chaque fois, et rien ne peut plus vous convaincre du contraire. Or, si vous donnez un peu de crédit à ce que les gens disent, peut-être ça peut relativiser. Je peux vous garantir qu'il y a eu des erreurs, parce que toute œuvre humaine est relativement imparfaite, et effectivement, dans le cadre du travail, il peut y avoir des erreurs. Et en interne, on les règle. Je n'ai pas besoin ici de sortir les petites notes qu'on échange entre nous, les petites discussions critiques qu'on a entre nous, et je termine sur un point. Je termine sur un point, c'est le traitement des candidats. Alors, on avait 2 rendez-vous, les portraits qu'on faisait des candidats. Que n'a-t-on pas fait pour avoir certains candidats qu'on n'a pas vus, dont on n'a pas vu le portrait? On peut nous accuser peut-être... Idrissa Seck et Ousmane Sonko, clairement. Pendant 3 semaines, plus. Avant, dans Ports et Traits, on n'a pas pu. On n'a pas pu. Ils n'ont pas eu le temps. C'est pas à faute de vouloir. On n'a aucun a priori négatif. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Deuxièmement, la grande interview. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas eu le temps parce que leur agenda de campagne était trop chargé. Nous ne leur en voulons pas, mais il ne faudrait pas que ce genre de situation soit exploité à l'encontre de gens qui ont quand même un minimum de... Dernière chose sur ce sujet. Dernier point sur ce point, et je rejoins là-dessus Aline, effectivement, il peut arriver sur le plan politique des gens qui veulent instrumentaliser une situation d'ambiguïté. Mais c'est parce qu'on l'a facilité. Et la question fondamentale, c'est pas, personne ne conteste le sérieux des gens qui travaillent à TFM ou à la télévision. Mais quand Youssou N'Dour lui-même il est candidat, on n'accepte plus qu'il fasse la promotion parce qu'il est candidat. Mais quand Youssou N'Dour fait la campagne de Macky, prend le micro, parle de l'opposition qu'on va tabasser, c'est instrumentalisé. Du coup, il ne protège plus son groupe de presse. Donc, une question même pour Youssou N'Dour, à l'avenir, pas sur l'acquis de l'expérience, devra se poser, est-ce que moi, dans l'avenir, je vais m'impliquer dans une campagne parce que d'une façon ou d'une autre, ça aura une conséquence sur son groupe de presse ou sur la perception. C'est-à-dire qu'il renonce à un droit constitutionnel. Non, il peut décider. Non, attends, n'importe quel chef d'entreprise décide aujourd'hui que je pense que c'est utile d'aller en campagne ou on n'est pas en campagne. Tu peux être militant, mais quand tu décides que je vais aller en campagne, mais forcément, ça a une conséquence sur la perception. On ne dit pas qu'il n'a pas la liberté, mais c'est une décision que tu prends. Mais chaque décision que tu prends, tu as des côtés positifs comme tu as des côtés négatifs. Il faut être prêt à les assumer. Et j'ai dit, ces côtés négatifs ne vont pas aller directement sur lui en tant que personne, forcément parce que c'est un groupe de presse, va aller sur le groupe de presse. Alors, dans ce contexte... C'est pertinent pour moi d'amorcer cette réflexion et à terme de prendre une décision, je dis, c'est pertinent, il n'y a pas d'effet, on le répète, mais c'est important, c'est aussi sa responsabilité de créer les conditions pour que son groupe de presse continue à se développer dans son environnement en lui donnant toutes les coups de franche. On va avancer parce qu'il y a également des choses à dire encore une fois sur le terrain. On n'a toujours pas encore parlé politique. Juste dernière chose dans ce contexte, la presse devra comment devra se comporter la presse et devra-t-elle se réajuster selon vous? Moi je pense qu'il faut un débat beaucoup plus serein de manière globale par rapport à la presse, son rôle. Je pense que la question des financements,
La question de la sécurité des journalistes, ce qui s'est passé l'autre jour, je pense que ça a des implications sur la sécurité des individus. Et ça, on ne peut pas le négliger. Oui. Lorsqu'on se connaît, tout le monde connaît qui est professionnel, ce que les gens font pour faire avancer le métier. Je pense que ce n'est pas une question individuelle de dire que les gens, c'est des professionnels qui ont des familles. C'est comme lorsqu'on parle de diffamation. Le problème, c'est que lorsque les gens ont des perceptions par rapport à un certain nombre de choses, ça peut avoir des implications. Il peut y avoir la mauvaise foi, mais on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Et ce que Abdoulaye dit, c'est important. Ça veut dire, ça peut avoir aussi des implications, même sur la survie d'un organe. Très bien. Et ça, il ne faut pas qu'on le néglige. Oui. Et moi, j'ai regardé un élément. Oui. J'ai regardé un élément. Oui. Je pense que c'était à quelques jours de la fin de la campagne. Et je me suis dit, tiens, c'était un peu... C'était un peu tendu. C'était même pas avant la fin de la campagne. J'ai regardé un élément sur le halal et je me suis dit, tiens, ça peut avoir des implications sur le groupe, sur les individus. Et je ne savais pas que tout ça allait arriver, mais ça m'avait interpellé en tant que spécialiste des médias. Je vous ai vu faire la moue. Est-ce que la presse devra se réajuster ou pas? Oui, oui. Pour moi, il faudra à la presse beaucoup travailler. Surtout parce qu'il y a une émergence d'une nouvelle, est-ce que je peux l'appeler presse, de gens qui donnent de l'information et qui en général donnent une mauvaise information. Et ces gens sont sur des réseaux qu'on dit sociaux, et sur ces réseaux-là, les émetteurs ne sont pas formés, les récepteurs sont dans ce qu'on appelle en communication souvent dans des pauses de perception sélective. C'est-à-dire, ils entendent ce qu'ils veulent bien entendre et ils ne veulent pas entendre ce qui, en général, ne les arrange pas. Donc, il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup d'amalgames, beaucoup de vidéos, d'audio, qui font que, à la limite, après, on se demande, est-ce qu'après le travail du journaliste, ou pour l'essentiel, une partie du travail du journaliste ne va pas consister à faire du checking. Bien sûr. Du check. Parce que, au fond, c'est ça après l'information. Parce que tous les jours, les gens vont vous sortir l'information comme quoi on leur parle du département de Kanel. Ils disent, oui, la ville de Kanel a 11 000 habitants. Alors qu'on parle du département de Kanel. On va revenir un peu quand même sur le terrain politique, parce qu'il y a également beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a un autre vainqueur quand même dans ce scrutin. Je rappelle que Macky Sall passe au premier tour avec 58,27%. Mais l'autre vainqueur de cette élection, il s'appelle Ousmane Sonko. Est-ce que c'est une première réussite pour vous, Abdoulaye Orpewal? Oui, c'est une réussite, mais je ne pense pas que c'est le seul vainqueur. Pour moi, il y a trois vainqueurs. Ousmane Sonko a le résultat qu'il a sur la base des résultats provisoires. Et pour moi, ça exprime au Sénégal l'émergence d'une voie alternative. Nous avons toujours ici eu du résultat avec des partis politiques professionnels. Ousmane Sonko, se réclamant d'une ligne anti-système, vient capitaliser sur une voie. Cette voie s'ouvre avec un certain pourcentage. Pour moi, c'est extrêmement important. Nous avons fait une alternance en 2000. Et suite à cette alternance de 2000, il y avait beaucoup d'attentes sur les changements de la gouvernance, sur l'impunité, sur l'instrumentalisation de l'État. En 2012, les gens n'ont pas été satisfaits des vrais changements en termes de gouvernance. Ils ont changé Wade, ils nous ont amené Macky Sall. On est en 2019. Sur la gouvernance, de façon générale, on a encore cette fin qui n'est pas réglée. On a encore un État très puissant, avec son parti au pouvoir, qui gère le pays. Il y a des progrès sur un certain nombre de points qui me paraissent importants, sur l'économie, sur les infrastructures. Mais sur la gouvernance en tant que telle, il y a un certain nombre de points très importants dans la gestion de la communauté. À régler. Et ça, une fois encore, les personnes considèrent que les politiques professionnelles, ce n'est pas la solution. Et ça amène une voie alternative. Et de ce point de vue, je pense que... la percée de Sonko. Pour moi, c'est ça la percée de Sonko. L'idée maintenant, c'est de capitaliser sur cette troisième voie, sur cette voie alternative, sur les prochaines élections. Créer les conditions de crédibiliser cette solution alternative. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle
pour la démocratie. Pour moi, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal. Sonko a été longtemps le pourfendeur officiel, hein, on va le dire, du camp présidentiel. Aujourd'hui, il affiche un score de 15,67%. Est-ce que c'est pour vous une première réussite, selon vous? Malheureusement, je ne suis pas là pour apprécier les résultats d'un adversaire. Je suis là pour c'est un adversaire que vous avez longtemps je suis là pour constater que les Sénégalais qui sont allés aux urnes sont au nombre de 4 426 344 votants. Et que le candidat Macky Sall a eu 2 554 655 voix. C'est 1 655 000 voix de différence avec son second. Et que Ousmane Sonko a 687 065. Et que les deux réunis, je les dépasse largement. Je leur donne pas moins de 1 million de voix. Donc, moi, je suis encore à ce niveau d'analyse de mes résultats. Je constate aussi qu'il y a 1 million... Les deux réunis, c'est plus de 1 million. Hein, je leur donne 1 million de différence de voix. J'ai été très clair. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est de dire, nous avons été élus, il y a quand même 1 500 000 Sénégalais qui ont voté contre le candidat Macky Sall. Ma préoccupation, c'est d'aller voir pourquoi ces Sénégalais, en dépit de la brillance du bilan du président Macky Sall, n'ont pas voté pour le candidat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a bien pris en charge leurs préoccupations? Pourquoi ils ont voté contre? Etc. Moi, vraiment, ça, c'est ma préoccupation. Vous minimisez la percée de Sonko? Je ne suis pas en train de minimiser, je ne suis pas en train d'extrapoler. Je constate, à l'heure actuelle, qu'il a ces résultats. Mais ce qui me préoccupe, ce n'est pas ce qu'il a obtenu. C'est ce que moi j'ai obtenu et ce que je projette de faire par rapport à 1 500 000 Sénégalais qui n'ont pas voté pour mon candidat. Oui. Voilà. Alors, clairement, Alioune Ndiaye, Sonko a fait je pense que Sonko, c'est une prise de date pour lui. Bien sûr, c'est très important ce qu'il a fait. Je pense qu'aux législatives, il est passé au plus fort reste, je pense. Et à l'élection présidentielle, il fait un score aussi important. Ça veut dire qu'il a fait du chemin, que son discours est audible, que sa stratégie n'est pas mauvaise, parce qu'il a quand même réussi à capter et à capitaliser. Mais il a une bonne avance. Il a un capital. Tout le problème, c'est ce qu'il va en faire. D'autant plus que le capital qu'il a est un capital qui est assez difficile à gérer. Parce que, d'abord, c'est des jeunes qui ont beaucoup d'impatience par rapport à leurs attentes et qui, en général, adhèrent, s'abonnent et se désabonnent en fonction d'un discours, d'une attitude qui sont moins fidèles, moins ancrés et qui sont toujours à l'affût et qui jugent presque systématiquement. Donc je pense qu'il a, c'est vrai, fait quelque chose, une performance de très haute portée qu'il faut saluer, mais il lui faudra faire attention pour pouvoir capitaliser. Alors, l'avènement d'une voie anti-système, est-ce que c'est avec même offre politique là, 2024 peut-être l'année de Sonko? Je voudrais d'abord réagir sur la notion de victoire. Non, il y a une très belle progression qu'il faut quand même souligner. C'est une première réussite. De Ousmane Sonko, bien naturellement. Mais quel paradoxe de parler de victoire de Ousmane Sonko lorsque c'est Idrissa Seck qui est arrivé en deuxième position. Pourquoi il y a trois gagnants? Parce que, alors, en filigrane, on est en train de dire que c'est une défaite d'Idrissa Seck. Or, ça me ramène à mon analyse de ce qui est en train de se passer depuis ce matin, depuis la proclamation des résultats provisoires. Toutes les manœuvres politiques qui sont en train de se faire, mais justement, c'est que Idrissa Seck ne veut pas se faire voler sa victoire relative. Idrissa Seck qui est parti avec une coalition. Mais ce qu'on appelle qui est parti avec une coalition. Sonko est parti presque seul. Non, avec des partis comme le ministre a raison. La coalition de citer des chiffres. Idrissa a une élection, ce sont des chiffres. Quand j'ai une voix de plus que vous, je suis devant vous. Bien sûr. Alors, dans les faits, oui. Mais là, c'est une première participation. On peut clairement quand même reconnaître qu'il fait une percée. Alors, pour revenir à mon analyse, je pense que c'est ce que M. Idrissa Seck a compris. Il endigue le phénomène Sonko en l'embrigadant dans sa stratégie globale. Et je suis d'accord avec Aliou. Il est dans un positionnement de négociation. C'est-à-dire, on n'est plus dans
qu'est-ce qui... Les concertations nationales, les dialogues politiques, etc., en règle générale, ça vient de situations de rupture, de crise où on est obligé. En l'occurrence, on n'est pas dans cette crise et on est en train d'essayer de créer cette crise. Et je pense que toute la démarche, depuis quelques jours, procède de cette volonté de créer cette agitation qui justifie justement un dialogue. Autrement, le dialogue ne s'impose pas. Je ne vois pas, sauf à être vraiment... Alors, donc, oui, très belle progression, mais attention, attention, j'ai l'impression que sur 2 points, M. Ousmane Sonko doit faire de beaux efforts. Un, sur son discours, parce que son discours n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on attend. Je veux dire, quand on appelle à l'attaque de médias, etc., je pense qu'il y a des choses à corriger de ce point de vue. Et je pense, du point de vue de la stratégie politique aussi, je pense qu'il est en train de se faire déborder sur les côtés. Et ça a commencé avec l'audience qu'il a eue avec le président Abdoulaye Wade. Je pense que là, également, rapidement, Fatou, juste sur ce point, sur le discours de Sonko, selon vous, est-ce qu'il y a un problème sur l'attaque aux médias? Bon, on l'a déjà condamné. Je pense que c'est inacceptable dans une démocratie que quelqu'un s'attaque aux médias de cette façon. Maintenant, c'est sûr que sur l'échiquier politique, il va falloir compter avec lui. C'est quand même... Pour la liberté d'expression, le renouveau, un renouvellement du champ politique, c'est important? Comment il va gérer, peut-être, c'est là où on va voir est-ce qu'il y aura vraiment un renouvellement. Ce qu'on note, c'est là où peut-être, je vais peut-être légèrement diverger. Ça veut dire, à un moment donné, on disait que c'était un candidat des réseaux sociaux. Et par la suite, en ce moment, on analyse froidement. Il est quand même soutenu par beaucoup de jeunes. Et toutes les politiques publiques s'adressent vers l'avenir, comment on progresse pour un Sénégal émergent. Je pense que c'est un facteur important par rapport au futur, mais aussi par rapport à ses souteneurs. Qui a soutenu Sonko et pourquoi? Et comment cela peut impacter pour l'avenir du pays, pour les politiques publiques. Je pense que c'est quand même quelque chose Abdoulaye, avec la même offre analyser. Politique et la même offre de gouvernance, est-ce que 2024 peut être l'année de Sonko selon vous? Avant de parler d'Idrissa Seck. Rapidement sur Sonko, et là-dessus je suis très critique. Au Sénégal, dès qu'il y a un candidat, on voit que c'est le prochain président. Il y a un travail de construction politique à faire. Ce que je constate, il y a l'émergence d'une voie alternative qui n'est pas celle des politiciens professionnels classiques. Sonko est dans l'histoire politique le candidat qui n'est pas issu d'un parti structuré, qui a une certaine historicité, qui est tout de suite arrivé aux chiffres qu'il a. C'est un fait. Deuxièmement, quand on analyse Sonko, on a même l'impression qu'il a une plus grande implantation que Idrissa Seck. Il y a beaucoup de zones dans le pays où il avance devant Idrissa Seck. Ça veut dire qu'il a une organisation électorale, une machine électorale qui en très peu de temps a su se structurer, travailler pour aller chercher dans presque tous les départements un vote conséquent. Ça c'est remarquable. Maintenant, ça c'est un acquis. Ce n'est pas une affaire de Sonko. C'est cette vision d'une voie alternative qu'il faut construire. Mais ça, c'est un temps, c'est des efforts, c'est d'intégrer d'autres, c'est de revoir son discours. Là-dessus, je suis d'accord. Vous regardez, il y a une évolution dans le discours de Sonko sur le CFA. Ses premières entrevues, il y a 2 mois, n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Il y a une évolution dans le discours. Et ce travail-là, il faut structurer. Et je pense qu'il faut encourager, pour moi, au Sénégal, l'ouverture d'une voie alternative qui va faire concurrence à la voie politicienne classique. Maintenant, parlons un peu de la coalition Idy 2019. Là, Idrissa Seck a bâti une belle machine électorale, mais finalement qui ne fait pas face à Benno Bokk Yakaar. Le score est très... Oui, l'écart est important. Et je présume, je pense très sincèrement que la coalition a été dictée par les circonstances. C'est-à-dire le parrainage, il y a les recalés du parrainage qui avaient besoin d'exister et puis d'aller avec quelqu'un qui plus ou moins ressemblait sur le plan de l'historicité, sur le plan du parcours, de la politique, quelqu'un qui leur ressemblait. Et il est, comme disent les Anglais, birds of the same feather flock together. Donc les gens de même plumage ou de même ramage, en général, volent ensemble. Donc ils sont allés ensemble dans ce cadre-là. Mais on va se retrouver dans d'autres cas de figure où parmi les gens qui étaient avec, qui sont avec Idrissa Seck maintenant, en d'autres temps, en d'autres occasions, sur d'autres élections, ils vont être candidats.
ils vont candidater. Donc, s'ils ont été certains recalés peut-être cette année par le parrainage, la prochaine fois, ils vont y travailler. Sans ces concours de circonstances, Sonko pouvait être devant Idrissa Seck, selon vous? Je le crois très sincèrement. Je crois très sincèrement que quand même, lors des dernières élections, on se rappelle des performances électorales. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté s'ils n'ont pas pu réussir le parrainage? Non, mais bon, écoutez, tous ces gens-là, plus ou moins, ont quand même des militants et certains ont une implantation nationale, hein, comme le grand parti que le président a charrié en disant que c'est le petit parti. Je pense qu'ils ont une implantation nationale. Et l'agrégation de toutes ces forces autour de Idrissa Seck lui a quand même permis de faire un bond électoral important, alors qu'entre-temps, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Et si je me souviens bien, la coalition Idi Khalifa pendant les législatives avait fait à peu près 8%. Si mes souvenirs sont exacts. Ce qui veut dire que, bon, je ne suis pas sûr, moi, que lors des prochaines échéances, est-ce que justement Khalifa Sall a eu un impact selon vous? Je présume. Je pense. Je n'ai aucun chiffre. J'ai pas Même fait si c'est lieutenant. Non, j'ai pas fait de sondage. Pas vraiment suivi. Bamba Fall notamment. Mais si on analyse les chiffres, les performances électorales de Idrissa Seck en 2012 et qu'on les compare aux résultats qu'il a obtenus cette année, on se dit, on doit se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et pour moi, ce qui s'est passé fondamentalement, c'est qu'il y a beaucoup de candidats à la candidature qui ont rejoint et renforcé le camp de Idrissa Seck. Alors, Souleymanian, le classement est fermé par Issa Sall 4,7% et Madi Kenya 1,48%. Le PUR qui se pose sur une légitimité religieuse, est-ce que finalement c'est normal, c'est un classement logique selon vous? Je pense que ce positionnement religieux a été moins sensible quand même par rapport à la présidentielle, mais il me semble que le bassin électoral n'a pas beaucoup bougé par rapport notamment aux chiffres qui ont été réalisés lors des élections législatives. Quelle interprétation ils ont arrivé à avoir 4 députés. Il faut peut-être faire une analyse un peu plus fine. Mais évidemment, on devra compter avec tous ces candidats qui sont dans le spectre d'âge pour continuer leur carrière politique, se présenter à d'autres échéances éventuellement. Ils ont des programmes, ils ont des propositions, des projets de société pour certains. Évidemment, on ne peut leur souhaiter que voilà, qu'ils existent encore et qu'ils existent encore. Mais alors, évidemment, au vu de leurs résultats, ça reste quand même relativement marginal. C'est un classement logique pour vous, Abdoulaye? Pour moi, c'est logique. Je ne m'attendais pas à avoir un meilleur résultat que cela. Au Sénégal, les gens ont une grande culture politique. Et les votants sénégalais ne croient pas aux excroissances des organisations religieuses pour avoir un mandat politique. Ça a été une inquiétude. Mais pour moi, vous avez regardé toutes les listes où PVD de Kara a eu une liste électorale, où une excroissance de Béjoun a eu une liste pour les législatives. Même Bessignac, le maximum, c'est 4 députés. Aujourd'hui, on parle du PUR comme une révélation, mais c'est 3%, c'est 3 députés. 3 députés, c'est moins de 2% de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, pour moi, au Sénégal, on ne croit pas aux faits religieux sur le plan politique. Ça, pour moi, c'est une maturité politique. Même s'il y a eu quand même pendant très longtemps l'imbrication entre la religion et la politique. Mais les gens se font la part des choses quand vient le temps de voter pour leur vie, pour leur développement. Il y a un développement démocratique. Pour moi, il y a une conscience politique au Sénégal très forte. Et ça m'amène sur Idrissa Seck. Pourquoi la plupart des chefs de coalition, c'est aussi notre tradition. Nous avons une tradition de voter pour des présidents. Très souvent, on donne plus de crédibilité à un chef de parti qui est là depuis longtemps et à des gens qui ont été ministres ou premiers ministres. C'est dans notre mentalité. Et ce qui fait que souvent, les candidats indépendants n'ont pas eu beaucoup de trucs. Et moi, je pense que aussi, quand même, Idrissa Seck, malgré les efforts du pouvoir, le pouvoir a beaucoup fait pour le déstabiliser à Thiès. Il garde sa majorité à Thiès. Le pouvoir a beaucoup fait pour Touba. C'est symbolique, mais il garde une majorité importante à Touba. Diourbel. C'est des signes importants. Idrissa Seck, pour moi, n'est pas si vieux que ça. Il est né en 1959. Il peut encore, dans les 10 prochaines années, se battre comme tout le monde. Il a eu une progression à Dakar. En 2012, je pense qu'il avait dans la région de Dakar 8,75. Aujourd'hui, il a quasiment doublé son pourcentage à Dakar. Évidemment, peut-être l'effet Khalifa Sall ou grand parti, mais pour moi, il a
un résultat qui le met deuxième. Il a une confirmation de 2 zones sur lesquelles il peut se battre pour les prochaines années. Qu'est-ce que ça va donner? On va le voir. Mais pour moi, il n'est pas de ce point de vue perdant. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Oumar Youm, si le Conseil constitutionnel valide ces résultats, quelle serait la priorité de votre candidat Macky Sall? Je pense, comme je l'ai dit, si le Conseil constitutionnel était amené à valider de manière définitive les résultats, c'est d'abord la continuité. Je pense que tout ce que le président a eu à faire sur le plan de la progression des performances économiques, agricoles, industrielles, le secteur de l'éducation, pour apaiser le climat, avec les par grandes exemple. réformes. Oui, bien sûr, le président, tout le monde peut le reconnaître, c'est un homme qui est très attaché à la tranquillité, à la paix, très respectueux de son prochain. Une proposition de loi pour amnistier Khalifa Sall, par exemple? Je pense que ça, c'est des débats, pour moi, qui sont prématurés. Un président de la République qui vient de s'installer... avant les élections. Je dis encore une fois, je pense qu'un président de la République qui vient de s'installer au pouvoir... comme je viens de vous le dire, il a quand même 1 500 000 Sénégalais qui n'ont pas voté contre lui. À sa place, la première question que je vais me poser, c'est pourquoi ils n'ont pas voté pour moi? Oui. Est-ce qu'il y a eu des pans entiers ou des secteurs importants sur lesquels je n'ai pas peut-être mis davantage l'accent? Donc il faut peut-être voir une étude d'opinion, voir un peu quelles sont les préoccupations qui n'ont pas été tellement bien prises en charge. Nous avons fait des efforts importants de redressement économique, des efforts importants d'inclusion sociale, d'accompagnement des couches vulnérables. Mais il reste qu'il y a 1 500 000 Sénégalais, c'est 10% de notre population. C'est le quart, presque le quart quand même de l'électorat sénégalais. Oui. Je pense que le premier chantier, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en dépit de la brillance de mon bilan, qu'il y ait des pans entiers de jeunes, peut-être, je suppose. Le chômage, peut-être, l'électrification, les préoccupations des populations en termes d'accès à l'eau, etc., d'accès à la santé. Oui. Je pense qu'après ça, il va falloir peut-être, sur la base du programme qu'il a proposé, les 5 accès universels, mettre l'accent davantage pour que les Sénégalais ne soient plus privés d'eau, privés d'électricité, accèdent plus facilement aux soins de santé de qualité, soit dans des conditions d'éducation, de formation professionnelle les plus pointues, etc. etc. Je pense que ça, c'est des chantiers sur lesquels le président très rapidement devrait travailler. Je reviens à ma question. Une proposition de loi d'amnistie pour Khalifa Sall ne sera pas une priorité? Je ne suis pas un membre de l'Assemblée nationale, je ne suis pas le président. Vous êtes du camp présidentiel, hein, jusqu'à pour l'instant, c'est le président lui-même en avait parlé. Je dis encore une fois, pour l'instant, c'est un sujet qui n'est pas d'actualité. Le président peut en parler dans ses projections, parce que gouverner, c'est avoir de la vision sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il faut en parler. Le président n'est pas encore élu, on en parle. Oui, mais bon. Je dis encore une fois, il a dit une fois élu. Donc je réponds une fois élu sur les conditions. Très bien, on vous réinvitera. Alioune, pour apaiser le climat, est-ce que c'est une question qu'il faut sérieusement mettre sur la table? Bon, déjà, il faut partir du principe que le président élu est le président de tous les Sénégalais. Oui. Le président de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui ont voté contre lui. Parfait. Donc, en tant que président de la République, son rôle et son devoir, c'est de faire en sorte que les plaies soient pansées, que la société sénégalaise se retrouve plus ou moins autour de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on pourrait appeler l'essentiel. Donc ça, je pense qu'en tant que président de la République, c'est son rôle et je pense qu'il en est conscient. Et pour l'apaisement, ça ne veut pas dire pour moi aussi aller dans le sens contraire des intérêts du Sénégal. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui et que vous avez posée au ministre, et j'ai une petite idée, à mon avis, il y a une question fondamentale que les autorités de ce pays doivent regarder, surtout par rapport aux jeunes. La question qu'on se pose, nous adultes en général, c'est pourquoi des jeunes Sénégalais prennent le risque, quelquefois, d'embarquer sur des pirogues et finissent dans le ventre de l'Atlantique, comme l'a écrit Fatou Diop. Parce que pour moi, on doit travailler sur la perspective. On doit être en mesure de fonder un État qui donne de l'espoir. J'ai entendu quelqu'un dire, être patriote, c'est dire, j'ai eu de la chance d'être né au Sénégal. Et si on le pose comme ça, on doit se demander au fond qui il est. Oui. Donc il y a un travail à faire dans la refondation de l'État pour en faire une méritocratie
où les gens vont se dire, bon, écoutez, si je veux devenir lutteur, je vais m'entraîner, apprendre à lutter, je veux gagner des millions. Oui. Si je veux devenir telle chose, je vais faire des études, je vais faire ceci, je vais y accéder. Si je veux dire, il y a un travail à faire, je pense. Parce qu'au fond, comme il l'a dit, tout le monde a vu à l'exposé du bilan qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan social, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan infrastructurel. Mais si les jeunes se sentent mal, pour moi, c'est parce que dans la perspective... Si les jeunes ont voté Sonko. J'étais pas dans le secret de l'urne pour savoir qui a voté pour qui, mais on sent... On a eu quand même des jeunes. Oui, mais j'en ai vu beaucoup. On sent dans leur discours, dans leur tendance à se braquer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je l'analyse comme un défaut, comme une absence de perspective. Ils ont l'impression que leur horizon est bouché. Et quand vous avez l'impression que votre horizon est bouché, vous avez tendance à taper sur tout ce qui bouge. Le pouvoir a encore du travail pour les jeunes, manifestement. Merci. À l'une, juste pour finir, Souleymane, sur l'apaisement. Pour moi, ce qu'il faut noter déjà, c'est le deuxième et dernier mandat du président Macky Sall. Macky Sall, si c'est confirmé. D'après la loi. Si c'est confirmé. Non, on parle sous réserve de confirmation. Je pense qu'il l'a dit tout à l'heure en posant la question, sous réserve de confirmation des résultats provisoires. Alors, ce qui est un peu probable. Alors, la deuxième chose, le deuxième constat, c'est qu'il y a un cadre déjà de référence, c'est le PSE. Donc je pense que la trajectoire, on la connaît déjà, ça va se poursuivre. Mais il y a des chantiers à ouvrir, il y a une mise à jour à faire, probablement même de notre système démocratique. Je veux dire, il faut que tout le monde se mette ensemble. Je donne des exemples très marginaux, peut-être, mais qui révèlent un peu la nécessité de cet aggiornamento, un mot que Aliou aime bien, que je lui emprunte momentanément. C'est notamment sur la question du financement des partis politiques de la campagne électorale, sur les institutions de gestion des élections, qui ont beaucoup été critiquées. La Sénat, le CNRA, je ne sais pas si c'est une institution de gestion des élections, certainement pas, mais c'est un acteur du processus. La question du débat entre les candidats, il faut qu'on en parle. À la prochaine élection, j'espère qu'on aura trouvé un consensus sur comment le faire. On nous a opposé que c'est le CNRA qui a le monopole. Or, je parle sous le contrôle de Maître Youm, qui est quand même un juriste. La loi dit peu. Le CNRA peut organiser. Alors, toutes ces choses, je pense, on doit y réfléchir. Je pense que le régime de Macky Sall doit emprunter aux opposants, à ceux qui ont été les candidats qui se sont opposés au président Macky Sall, certaines propositions. Très bien. Je pense que tout le monde a mis l'accent sur la nécessité de procéder à des réformes institutionnelles. L'indépendance de la justice, la renforcer. C'est des débats qu'il faut mettre sur la table, essayer de les approfondir et probablement le dialogue politique. Trouver cet espace, qu'il soit permanent ou pas, mais un cadre apaisé, où on expurge, dont on expurge un peu la suspicion, les mauvaises attitudes et tout, parce que la démocratie, c'est un espace, il y a la loi, il y a des règles, etc., il y a des bonnes pratiques, il faut identifier ces bonnes pratiques, les consolider, les renforcer et les sanctuariser un peu, que ce soit par la loi, la réglementation ou par toute autre méthode. Il y en a beaucoup, et je compte parmi ces bonnes pratiques le fait que les médias publient des résultats, émettre des tendances, si tant est que ce soit fait de la manière la plus professionnelle, la plus transparente et la plus honnête. Vous faites bien de le rappeler. Juste un mot rapidement sur le débat. Est-ce que le candidat Macky Sall a fui un peu le débat durant cette élection? Bon, je pense que quand même cette question n'aurait pas le mérite d'être posée ici. Pourquoi Pourquoi fuir le débat? Justement, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse poser une telle question? C'est ça? Parce que c'est quelque chose qui a été agité jusqu'à ce que le CNRA siffle la fin de la récréation. Je dis encore une fois que le président Macky Sall ne fuit pas le débat. On n'a pas eu le temps. Tout le monde sait, il a donné des exemples, des interviews de candidats qui n'ont pas pu se faire, des portraits qui n'ont pas pu se faire. Il a passé 18 jours en dehors de Dakar.
comment on peut, dans ce contexte où il a déjà fait son agenda, on aurait pu peut-être agiter la question avant pour dire, bon, on va avoir un débat 2 mois après, 2 mois avant le démarrage de la campagne, les candidats auraient pu s'ajuster pour préparer un débat. Mais quelqu'un qui fait son agenda, duquel il résulte qu'il sera 18 jours hors de Dakar. Comment on peut organiser un débat pareil? Ça ne s'est jamais posé. Donc, fuir le débat, c'est pour moi quand même une question qui ne mérite même pas d'être posée. Bah si, je le pose, parce que c'est une question qui s'impose, donc on la pose. Non, parce que ça n'a jamais été question. Il n'a jamais été. On en a beaucoup question. Jamais on en a beaucoup parlé durant cette élection. Je ne l'ai jamais entendu, moi. Il y a la société civile qui a agité, il y a des journalistes qui en ont parlé, mais je veux dire, sur le plan institutionnel, ça n'a jamais été posé. Sur le plan institutionnel, je suis d'accord. C'est pour cette raison que j'ai dit cette question ne mérite pas d'être posée. Parce que simplement, ce n'était pas une question à l'ordre du jour. C'est une question qui s'impose et je la pose. Oui, mais vous pouvez poser, mais vous pouvez terminer, Abdoulaye, c'est votre sentiment. C'est la manière de poser la question. Je suis désolé, c'est votre sentiment, ça n'engage que vous. Abdoulaye, sur l'apaisement. Nous y sommes, apaisons tout ça. Sur l'apaisement, 2 points. À mon avis, le premier apaisement qu'on doit rechercher fondamentalement pour moi, c'est la situation de résultats reconnus ou non reconnus. Moi, je confirme, je m'arrête sur ce que j'appelle une surprise. Oui. Et pour moi, ça rend plus difficile la position de ceux qui ne reconnaissent pas les résultats. C'est le vote de Dakar. Quand vous êtes au pouvoir, dans notre historicité politique, la capitale urbaine est souvent contestataire. On pense que Dakar va être, entre guillemets, pour l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est le monde urbain. C'est là où agissent les réseaux sociaux, c'est là où agissent les médias. Et c'est là où également nos oppositions, parce qu'ils n'ont pas toujours tous les moyens, où ils restent et ils ont la proximité. C'est là où on a un contrôle plus rigoureux sur le vote. On ne peut pas dire à Dakar, tu vas voler facilement que quand tu es à 900 km de Dakar. Sur ce point-là, dans une élection, enjeu aussi important, je ne sais pas par quel biais l'opposition a laissé Macky Sall gagner les marges. En 2012, Wade a été élu en 2007 au premier tour en faisant 52% de la région de Dakar. En 2012... Et il a gagné sur le territoire avec 55%. Non, région de Dakar. Oui. En 2012, Wade n'a eu que 25% de la région de Dakar et Macky Sall 27,5% de la région de Dakar. Ça a forcé le deuxième tour. Moustapha Niasse à l'époque faisait 16 et quelques, 16,70 de la région de Dakar. Donc, vous revenez aujourd'hui, en 2019, Macky Sall, lui tout seul, va chercher 46% de la région de Dakar. Vous lui donnez le trop-plein, là où vous avez toutes les capacités de contrôler le vote, là où vous avez toutes les capacités de faire fonctionner les médias sociaux. Là où vous êtes fort, vous le laissez occuper. Et ça, c'est une grande question. Comment l'opposition a pu laisser? La question que Macky Sall peut faire le plein à l'intérieur dans le milieu rural était considérée comme relativement acquis. Très bien. Mais le fait de Dakar est un problème. Et je pense que dans cette posture-là, si vous avez ce pourcentage à Dakar, il sera difficile de contester le vote total parce qu'on va dire que c'est une dynamique nationale. Très bien. Pour finir, la question de la perspective. Moi, je pense que la perspective fondamentale, c'est ce pays vit de sa stabilité. Le Sénégal est un pays dont sa richesse, son développement, c'est sa stabilité et son ouverture. Très bien. Pour moi, les priorités de Macky Sall, c'est rapidement, il est président, il veut bâtir un pays, ça se bâtit sur la stabilité. Si c'est validé par le Conseil constitutionnel. Système électoral, il s'entend avec les gens. Les médias, c'est très important. Il faut faire ce que Sarkozy avait fait un moment en France, les états généraux de la presse. Il y a de vrais problèmes. La presse dans ce pays est en crise. Merci Abdoulaye. Merci. On a compris. Le dernier mot pour vous, Fatou Diagne Senghor. Moi, je pense que je réitère ce que les uns et les autres ont dit en insistant sur la question de la jeunesse. Je pense que monsieur le ministre est à l'UNO. Je pense que c'est une grande priorité pour nos pays, vu ce qui se passe par rapport à l'immigration, le stress que les uns et les autres, et la fermeture de l'extérieur. Le monde occidental se ferme à nous. Il va falloir qu'on repense notre développement, qu'on repense le chômage des jeunes et aussi la redistribution. Je pense que c'est quelque chose qui doit être au cœur des priorités pour le dernier mandat. L'autre chose pour nous, c'est la gouvernance. Et dans ce volet, la réforme des institutions. Aujourd'hui, si je vois que le choc était direct, qu'il y a cette confrontation depuis des années, il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de ressort. Ça veut dire c'est une confrontation entre des acteurs de l'opposition et l'exécutif. Parce que les institutions de régulation qui doivent être les références ont été affaiblies. Je regarde dans le secteur des médias. Le CNRA, on a regardé, il était absent tout au long de ce processus. Le matin du vote, 2 journalistes ont été violentés.
Le CNRA, certes, s'occupe du contenu, mais lorsque les personnes qui doivent diffuser l'information... Le CNRA a été absent jusqu'au moment pour dire qu'il n'y aura pas de débat. Hein. Voilà, donc je veux dire que ça doit être repensé. Et dans ce cadre, il faut repenser la composition. La composition des institutions est importante parce que je pense que même si on a la possibilité de nommer tout le monde, l'élégance républicaine voudrait qu'on laisse la part aux autres de nommer, ça crée la stabilité. Et le dernier point, comme on dit, si on a un système de winner take all, ça veut dire dès qu'on gagne, on a tout, on aura toujours cette convoitise, cette instabilité. Il va falloir à un moment donné sur des questions essentielles qu'on ait un débat bipartisan, qu'on arrive à stabiliser et à avoir une vision commune de l'opposition et du pouvoir sur un certain nombre de choses. Cela, évidemment, requiert que les uns et les autres s'assoient pour débattre. Et je pense que sur des questions fondamentales comme la gestion des nouvelles richesses, la question de l'avenir du pays par rapport aux jeunes, la question des institutions, il va falloir vraiment que les uns et les autres s'assoient et qu'on s'accorde sur une politique commune qui va au-delà des mandats et au-delà aussi des intérêts partisans. Merci beaucoup Fatou Diagne Senghor, directrice pour l'Afrique de l'Ouest de l'ONG Article 19. Merci beaucoup Monsieur le Ministre d'être venu à ce plateau. Merci beaucoup Alioune, merci beaucoup Abdoulaye, merci beaucoup Souleymane Niang. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis, ce plateau spécial consacré aux résultats de cette présidentielle 2019. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.